Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 3 février 2023 et voici les titres que nous allons développer. Le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées s'est rendu ce vendredi à Évian-les-Bains pour ouvrir le débat autour de la question du bien vieillir. Nous le verrons. Et puis une opération d'envergure a lieu en ce moment même au musée des Beaux-Arts de Chambéry. 3 restaurateurs sont intervenus sur une œuvre datant du Moyen-Âge, découverte à suivre de cet impressionnant chantier. Au niveau du bénévolat, il y a beaucoup à faire. On a parlé des valeurs. Il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent dans le bénévolat auprès des personnes âgées. Comment mieux s'occuper de nos aînés ? La question est au cœur des débats depuis plusieurs mois. Elle fait d'ailleurs l'objet d'une réflexion et d'ateliers mis en place par l'État dans le cadre du Conseil national de la refondation sur le bien vieillir. Ces ateliers citoyens rassemblent des soignants, des aidants, des associations ou encore des responsables d'établissements. Ils viennent échanger et proposer des solutions pour améliorer leur quotidien et donc améliorer la prise en charge des personnes âgées. Alors, j'ai participé à l'atelier 4. Le thème général, c'était l'attractivité des métiers de l'aide à la personne sur le bien vieillir. Et donc l'atelier 4 traitait plus particulièrement les leviers management. Donc avec 2 thématiques particulières. La première thématique, c'était sur l'organisation des temps collectifs de management. Et puis la deuxième interrogation, la deuxième réflexion, c'était sur la formation. On espère qu'un certain nombre de nos observations, de nos propositions, de nos inquiétudes seront entendues. On l'a entendu dans l'intervention du président du conseil départemental qui a, on a trouvé qu'on ressent qu'il y a une conscience des difficultés. Maintenant, c'est comment on avance vis-à-vis de ces difficultés. Améliorer les parcours professionnels, favoriser la qualité de vie au travail, revaloriser le métier d'aide à domicile, voilà les principales thématiques discutées au Palais Lumière à Évian. Chaque groupe a confié une synthèse à son animateur qui avait ensuite la charge de la transmettre au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Alors j'ai pris un engagement, celui effectivement de leur faire un retour, d'abord de la synthèse des travaux qui ont été faits ce matin. Tout le monde m'a dit que ça avait été extrêmement riche, on a pu l'entendre dans les restitutions qui ont été assez consistantes et longues, donc elles auront cette synthèse. Elles pourront aussi compléter, c'est-à-dire c'est interactif, c'est-à-dire que s'il y a des éléments importants qu'on aurait oubliés dans cette synthèse, elles pourront les compléter, elles pourront aussi nous faire parvenir des contributions supplémentaires. Et puis elles sont membres maintenant du Conseil national de la refondation, donc elles auront accès à toute l'information autour du CNR, l'information publique sur le site du Haut Commissariat au Plan, ou celle qu'on pourra leur transmettre au fur et à mesure du déroulé des différents ateliers. C'était le 5e, il y en aura 11. La semaine prochaine, je me rends en Martinique, justement pour aborder la question spécifique des territoires ultramarins. Dans moins de 10 ans, 30% des Français auront plus de 60 ans et la part des plus de 65 ans dépassera celle des moins de 15 ans. L'État tente donc par cette démarche d'anticiper ce boom démographique. Cette tournée ministérielle doit déboucher sur une feuille de route et une proposition de loi qui sera à discuter au printemps par l'Assemblée nationale. Ils étaient presque 300 à se réunir à l'Agora de Bonneville pour le congrès de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Savoies. Après une année 2022 marquée par la sécheresse et la guerre en Ukraine, le bilan est mitigé. Mais les agriculteurs misent sur la jeunesse pour assurer la relève. D'ici 2026, c'est 50% des chefs d'exploitation qui seront en âge de partir en retraite. Tout le monde ne partira pas, mais ils seront en âge de partir en retraite. Donc il faut aussi qu'on sache comment accueillir cette nouvelle génération d'exploitants agricoles, de producteurs qui produiront peut-être différemment de nous, qui se comporteront différemment dans le métier. Mais si nous, donc c'est 2 choses, c'est d'attirer les jeunes, leur faire voir que dans l'agriculture, on a un métier passionnant, de passionnés. Durant ce congrès, un sociologue est intervenu pour évoquer le futur. L'objectif était aussi de réfléchir à l'agriculture de demain.
L'agriculture de demain sera forcément différente de celle d'hier. Elle renverra des stratégies entrepreneuriales multiples. Il est difficile de savoir ce qui adviendra. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sera portée par des actifs, des producteurs agricoles au visage très différent. L'agriculture, elle sera portée aussi par un grand nombre de salariés, par des sous-traitants et par de nouvelles formes d'organisation du travail. Et finalement, une agriculture à la française demain sera une agriculture forcément diverse et vivant en coexistence. Avec le réchauffement climatique et les nouvelles technologies, les agriculteurs sont forcés d'agir. Certains vont devoir transformer leurs exploitations pour pallier à tous ces changements, et cela passe par de la pédagogie et de la formation, mais surtout de l'adaptation. On envisage l'avenir par rapport aux conditions météorologiques qui évoluent, par rapport aux conditions des temps de travail qui évoluent, et donc sur la partie météo, on cherche à stocker peut-être un petit peu de l'eau, à mieux l'utiliser. Sur la partie temps de travail, il y a des solutions, il y a des groupements d'employeurs par exemple, où on peut mutualiser à 3 ou 4 agriculteurs un salarié qui nous permet de dégager du temps, d'avoir des vies de famille qui soient vivables. Les dossiers du loup, de la brucellose et du coût du foncier ont également été abordés durant ce congrès. Ils sont aussi des axes importants pour cette nouvelle année 2023. Elle restaure une œuvre en plein milieu de l'exposition permanente du Musée des Beaux-Arts. Ce retable date du XIVe siècle et est encore en très bon état. Mais sa dernière restauration remonte au début des années 2000. Il était donc temps de faire le point. 3 restaurateurs ont travaillé toute la semaine sur ce tableau immense. C'est rare qu'on soit au milieu du musée. Là, on est vraiment au milieu du musée et pas dans un atelier. Ce qui est difficile, c'est que ça demande une grande concentration. On est dans une opération de refixage, c'est-à-dire qu'on ne doit perdre pas une miette de l'œuvre sur laquelle on travaille. Donc c'est ça qui est difficile, c'est de maintenir cette concentration dans un lieu qui est ouvert, où il y a du bruit, où il y a des gens, on peut être attiré par un groupe d'enfants, on a envie de faire partager éventuellement ce qu'on fait. Ici, elle peigne, colle et redonne vie aux œuvres. L'objectif est de stabiliser la couleur et de vérifier l'état de la structure. C'est une première pour le musée des Beaux-Arts de Chambéry. Le tableau était trop fragile et encombrant pour le déplacer dans des ateliers. C'est donc à quelques pas de sa place habituelle qu'il est en cours de restauration. La restauration est un métier qui fait un petit peu rêver, puisque c'est quand même un métier qui, ce sont des personnes qui ont le droit de toucher, puisque une des normes dans le musée, c'est de ne pas toucher les œuvres. Et là, on voit des personnes vraiment manipuler, toucher, mener en fait vraiment des interventions profondes sur les œuvres. Donc c'est certain que c'est un métier qui fait rêver, qui intrigue. Dans ce décrochage, c'est qu'on voit les œuvres évidemment de façon complètement différente, pour nous aussi, puisque ce sont des œuvres qui sont accrochées au mur et là on les voit à plat. Donc ce qui nous permet aussi d'avoir une étude beaucoup plus approfondie, puisqu'on a un regard qui est très proche, qui peut être à quelques centimètres de l'œuvre, ce que l'on n'a pas d'habitude puisque l'œuvre est assez imposante, donc elle est surtout en hauteur. Et voilà, ça c'est en fait une vision différente de cette œuvre et donc une appréhension différente. Ça c'est quelque chose aussi de nouveau aussi pour nous. L'intervention sur le retable de Bartolomeo di Freddi est désormais terminée. Il devrait être exposé à nouveau d'ici une petite semaine. Un mot de sport à présent. 3 Français sont montés sur le podium de leurs disciplines respectives ce jeudi 2 février lors d'une des manches du Freeride World Tour en Andorre. Tiffany Perrotin et Estelle Risolio se classent 2 et 3e de la catégorie snowboard féminin, catégorie remportée par la Canadienne Cathy Anderson. Du côté des hommes, c'est le snowboarder français Ludovic Guiodia qui s'impose. Je vous propose d'écouter sa réaction. C'est juste incroyable en fait. J'ai vraiment, ceux qui me suivent savent que j'ai travaillé dur pour revenir sur le tour, pour me battre et rentrer en course pour le titre cette année. C'est mon rêve, j'espère aller au bout et voilà, après tant d'années de travail, être là aujourd'hui, gagner et prendre le maillot jaune, c'est juste exceptionnel ce que je suis en train de vivre. Originaire d'Abondance en Haute-Savoie, le vététiste français Pierre Thévenard va bientôt tenter de battre le record du monde de vitesse à vélo sur terre. Les chiffres sont affolants. Pour inscrire son nom au Guinness Book des records, Pierre Thévenard devra faire mieux que l'Autrichien Markus Stockel et ses 167 km/h.
À quelques jours de son départ pour le Nicaragua, je vous propose d'écouter sa réaction. Donc nous, on décolle là dans 2 jours, enfin dans 3 jours, mardi. On va arriver là-bas, on va déjà faire une journée, on va dire une journée d'acclimatation, préparation de terrain, repérage, voilà, on va acheter un peu d'outillage aussi, des râteaux, des trucs comme ça pour enlever tous les dangers de la piste. Donc une journée de préparation de piste, et après on a prévu une journée d'entraînement, peut-être 2, et ça c'est pareil, ça sera vraiment au feeling en fait. Si ça va bien, voilà, moi je suis parti sur donc le 10 février de faire la première tentative de record. Mais si ça va tout bien, ça se trouve le 9, on essaie déjà de faire une tentative. On a une entreprise de chronométrage avec nous qui sera prête tous les jours. Donc c'est vraiment en fonction du climat, en fonction du vent. Nous on s'est bloqué. On s'est bloqué du 10 au 13 pour le faire. Après, moi j'aimerais bien faire les 170. Ce serait beau, 170, ça fait le 17, ça change de tranche de dizaines, mais ça fait quand même 3 km/h de plus, donc ça fait beaucoup. Je me rends pas compte, c'est vraiment un peu l'incertitude. Hein. On sait qu'on a beaucoup bossé sur la combinaison en soufflerie. On a développé pas mal de petits trucs qui sont très rapides, mais après on sait que Marcus ne les avait pas. On a pu faire des comparaisons, mais après de dire je vais aller 4 km/h plus vite que Marcus ou je vais aller à 1 seul km/h plus vite, ça c'est vraiment là-bas qu'on va le voir. C'est dur de se projeter, ça reste quand même un peu, ça reste dans l'inconnu. Et c'est déjà la fin de ce journal tout en images. Tout de suite, vous retrouverez votre habituel bulletin météo présenté par Thierry Polm. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt sur 8 Mont Blanc.